Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible aussi en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Nia, ancien ingénieur en informatique devenu musicien, plus précisément contrebassiste. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram njhia.dng. D'origine vietnamienne, Nia passe son bac scientifique à Hanoï. Il arrive à Paris pour faire une classe prépa, puis une école d'ingénieur. Il ne se pose pas trop de questions, il suit la voie normale comme il le dit, et suit ses amis en classe prépa. À l'époque déjà, la musique l'aide à tenir et est son échappatoire. Après 4 ans en tant qu'ingénieur en informatique, il réalise petit à petit qu'il n'a pas envie de gravir les échelons et ne se retrouve pas dans le job de ses boss. Il décide alors de passer à temps partiel et commence le conservatoire dans le but de devenir musicien professionnel. Nia est aujourd'hui musicien à temps plein depuis 4 ans et joue dans différents groupes de musique. Il écrit, compose et arrange. Alors avec Nia, on a parlé de la voie normale, il nous a expliqué l'origine des intermittents du spectacle, comment vivre de sa musique, en quoi la musique est surtout une aventure humaine et pourquoi une reconversion est forcément une réussite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nia. Bonjour Nia, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Clairvy, merci de m'accueillir. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors je suis musicien, contrebassiste pour être exact. J'écris, je compose et j'arrange aussi. Alors ça n'avait absolument rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis ton parcours ? Le chemin a été tracé depuis très jeune. Mon père était diplomate et donc on voyageait beaucoup. On a fait les États-Unis, la Suisse. Et c'est vers 9 ans, quand on est parti en Suisse, que j'ai commencé à apprendre le français et que au retour de la Suisse, mes parents m'ont mis dans un lycée français. Donc je fais le cursus normal, le bac scientifique. Et puis en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire, mais la voie scientifique c'était quelque chose qui me plaisait. Je bidouillais un peu en informatique et donc c'était naturel pour moi d'aller après à la prépa et puis vers une école d'ingé. Et puis en plus la majorité de mes potes faisaient ça, donc j'allais avec le flow quoi. J'ai passé le bac là-bas à Hanoï et puis je suis arrivé en France à Paris pour une classe prépa. J'ai fini à classe prépa maths physique, je suis allé en école d'ingé dans une école vers Valence, pas loin de Grenoble, pour un diplôme en ingénieur d'informatique. Et j'ai eu mon premier boulot à Nice, dans une boîte de e-learning qui vendait des solutions de formation à distance pour d'autres boîtes. Donc c'est pas à des particuliers, c'est des solutions à des boîtes qui voudraient former leurs collaborateurs à distance. Et alors, comment ça s'est passé la classe prépa quand ça a dû être un peu un choc d'arriver en France Ouais. pour la classe prépa? Ah ouais, c'était dur. Mais c'était déjà il y avait l'éloignement de la famille. Ouais. Donc première fois que je pars de la maison familiale et en plus t'es à 10 000 kilomètres, donc c'est pas comme si tu pouvais rentrer à toutes les vacances. La langue, ça va, il n'y avait pas eu de souci là-dessus. Au niveau de la culture non plus, ça va. Parce que, en fait, j'ai baigné dans la culture française déjà à l'époque où j'étais au Vietnam parce que j'étais dans un lycée français. Donc j'avais des amis français. Et donc, au niveau du choc culturel, c'était pas énorme. Mais par contre, le décalage, c'était le rythme de travail. J'étais en internat, donc je quittais pas le lycée, quoi. Donc on était tout le temps dans le lycée. C'était super intense. Et à la fin de la deuxième année, je faisais plus trop le malin. C'était c'était assez difficile, quoi. J'étais pas prêt à redoubler parce qu'il y en a qui redoublent pour avoir les écoles qui voudraient. Moi, j'ai eu une école, c'était pas ce que je voulais, mais ça me faisait en quelque sorte une porte de sortie et ça me permettait d'aller de l'avant, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu étais en classe prépa ? Est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'es dit c'est pas pour moi, ça me correspond pas ? Il y a des moments où j'ai eu des gros moments de doute quand même.
Parce que, alors, moi, ce que j'aimais dans la prépa, c'était les maths et rien d'autre. Donc t'avais cours de physique, moi j'aimais pas ça, sciences de l'ingénieur, j'aimais pas ça. J'étais vraiment à fond dans les maths, alors que les maths ne m'aimaient pas forcément, tu vois, j'avais pas forcément les bonnes notes. Si je faisais la prépa, c'était pour ça. Je voulais avoir l'ENS pour faire des recherches en mathématiques. Mais tu vois, à force de travailler comme un demeuré, il y avait des moments où tu te dis. Surtout, je me souviens, c'était des dimanches après-midi, tu sais, où t'es tout seul dans ta classe, parce qu'on était à l'internat, donc on avait accès à toutes les salles de classe qu'on voulait. Donc on pouvait avoir enfin, on pouvait être seul dans notre salle de classe pour bosser, c'était cool. Mais bon, tu te retrouves un dimanche après-midi dans une salle de classe en train de bosser tout seul, c'est dur psychologiquement et heureusement que j'avais des potes qui étaient musiciens, avec qui on se partageait des musiques de temps en temps et avec qui on faisait de la musique aussi de temps en temps. Donc ça, c'était vraiment super. Et des potes que j'ai retrouvés par la suite complètement par hasard. Ça, c'est des coïncidences, le hasard de la vie qui fait que, enfin, c'est vraiment dingue. Parce que raconte-nous, du coup, eux aussi sont devenus musiciens? Non, non, eux, ils ont continué dans la voie de la stabilité. J'avais 3 potes avec qui je partageais la musique. Justement, il y avait un pote où je me suis dit, moi, à l'époque, que c'était lui qui allait devenir musicien parce que vraiment, il était fait, enfin, pour moi, il était fait pour ça. Et, il avait un don inné pour ça. Et en fait, finalement, non, il a continué là, je crois qu'il est en freelance en informatique. Mais bon, il a des enfants à charge, donc, je pense que ça, ça aide à faire la décision aussi. Mais il continue la musique. Mais non, de la bande, il y a juste, je suis le seul à être passé en musicien à temps plein. Et toi, tu fais de la musique depuis tout petit? Comment ça t'est venu? Je fais de la musique pas depuis tout petit, depuis le collège. Alors comment ça m'est venu? J'étais chez un pote, il avait une guitare. Il y a un autre pote qui l'a prise et qui a commencé à jouer. À l'époque, je crois que c'était un morceau de Green Day, des les années 2000, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Alors que c'est pas la première fois que j'ai entendu de la musique, mais le fait de pouvoir jouer la musique que tu veux sur un instrument et de chanter la musique que tu veux, moi, sur le moment, j'ai trouvé ça dingue. Et donc, en rentrant, mon père, il a une guitare. Et j'ai pris sa guitare et j'ai passé la nuit à chercher des trucs dessus, finir avec les mains, tu vois, les mains qui faisaient super mal parce que t'appuyais, moi j'avais pas du tout, c'est la première fois que je faisais de la guitare et du coup tu finissais les doigts bleus, quoi. Et mon père, il a une guitare et c'est par lui que j'ai découvert pas mal de choses en musique en tout cas. C'est lui qui m'a fait écouter Pink Floyd, les premiers disques, c'est lui qui m'y passé. Il chantait du Cabrel. Sur sa guitare en s'accompagnant. Mais il a fallu que ce soit un pote à moi qui fasse ce truc pour que ça me fasse un déclic, tu vois. Ouais. Parce que mon père, je l'ai entendu auparavant chanter des chansons de Cabrel sur sa guitare, mais ça m'a pas fait le même effet que ce pote-là. De voir quelqu'un de ton âge, peut-être. Oui, peut-être, ouais. Tu t'es projeté. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Et pour toi, c'est quoi? C'est la liberté? La musique, c'est surtout le partage, le fait de le faire avec d'autres gens, quoi. Moi, je trouve ça vraiment super. Pour faire de la musique, il faut un certain bagage musical, mais c'est surtout une aventure humaine. Parce que, bon, on le voit pas, on l'apprend pas au début, mais on le voit après en rejoignant des groupes et en suivant l'histoire des groupes et en voyant que, bon, c'est pas que la musique, en fait, c'est pas mal c'est beaucoup de relations humaines. Et moi, je trouve ça très beau dans la musique. Et pour moi, il y a 2 côtés. Il y a le partage et il y a aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup composer et arranger, c'est que tu peux aussi tu peux avoir des moments où tu construis ton monde dans ta tête et moi, j'adore faire ça. Juste être je sais pas, construire un truc dans son esprit et après le mettre sur papier ou sur ordinateur. Dans ta bulle un peu en fait, et puis après ça revient dans le monde tu réel. passes un moment dans ton imaginaire
Et après tu la couches sur papier ou sur ordinateur. Et c'est ça le parallèle qu'il y a avec les mathématiques, c'est que pareil en mathématiques, tu passes beaucoup de temps dans ta tête quand même. C'est beaucoup de réflexion, tu t'essayes des trucs, d'essayer de t'imaginer, tu fais des exercices de pensée, tu vois, dans la tête, et après au bout d'un moment tu trouves un truc et tu le mets sur papier, quoi. Il y a ce parallèle là entre les maths, entre ce qui me plaisait en mathématiques et ce qui me plaît en musique, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça comme ça, ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait du piano et j'avais un peu appris la théorie musicale, et c'est vrai que finalement il y a pas mal de trucs logiques où on sait que certaines choses vont ensemble, ou des rythmes. Ouais, complètement. Il y a un côté très mathématique logique aussi, et le rythme c'est mathématique, c'est un découpage par deux, c'est très en tout cas la musique occidentale, c'est vraiment, ça a été codifié d'une manière assez très rigoureuse et mathématique. Là ça se rejoint aussi. Et c'est super marrant comme analyse. Et donc toi, quand tu as ce déclic là avec ton ami, donc tu joues chez toi. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que tu te formes? Tu vas au conservatoire? Est-ce que tu es autodidacte? Alors, mon père m'a présenté un prof de guitare qui enseignait au conservatoire d'Hanoï, là où on habitait. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours particuliers avec lui. Donc, ça se passait très très bien. On avait des fous rires. Enfin, il était super, ce prof. Et en fait, un soir, il a chopé une sorte de maladie. Je sais plus ce que c'était, mais il a pas survécu. Et du coup, moi, ça m'a fait un choc. Et par la suite, j'ai plus voulu reprendre de prof. Et du coup, j'ai avancé en autodidacte à la guitare jusqu'à mes 23 ans, où j'ai commencé 23-24 ans, où là j'ai commencé la contrebasse et je suis allé au conservatoire. Et comment tu as eu le déclic justement de reprendre le conservatoire? Parce que donc c'est quand tu travaillais déjà? Ouais, exactement. En fait, la guitare, du coup, j'en fais depuis le collège jusqu'au lycée, puis pendant la prépa, jusqu'en école. Et pendant ce temps-là, je continue à, tu vois, à écouter des trucs, à découvrir des artistes. Petit à petit, j'ai toujours été attiré par les graves, moi. Petit à petit, je découvre cet instrument-là, la contrebasse, et de fil en aiguille, le son m'attire de plus en plus. Et c'est un jour, je regardais une vidéo un live de Brassens, où il chante Les copains d'abord. Et dans ce live-là, tu vois le contrebassiste Pierre-Nicolas derrière, et il a un pur son. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça y est, maintenant je vais me mettre à la contrebasse et j'y vais, quoi. Parce qu'en plus là, j'ai commencé à avoir mon premier job, donc assez d'argent pour soit acheter ou louer une contrebasse. J'ai fini par louer une contrebasse pour commencer. Et donc c'est vers là que j'ai commencé la contrebasse. J'ai loué ma première contrebasse en 2013, première année de mon premier boulot. Pour toi, la musique, ça a toujours été un peu un échappatoire par rapport à la prépa, puis après ton job? Ouais, complètement. Ouais, ça a toujours été un espace pour moi, tu vois, un espace vraiment un espace protégé, quoi, où je venais me ressourcer quand j'avais besoin. Et ça me faisait toujours du bien de jouer des morceaux à la guitare, de jouer des morceaux que j'aimais bien à la guitare, et d'imiter aussi les gens que je voyais sur Internet. Ça a un aspect, quand j'y repense, ça a un aspect un peu méditatif aussi, parce que quand t'es dedans, t'as certainement dû entendre parler de ce concept-là, le flow. T'es dans le flow, et du coup, tu sens plus le temps passer, t'es à 100% dans cette activité-là, quoi. Et moi, ça me ressourçait énormément. Et pour revenir à ta carte d'ingénieur, donc t'as fait ça combien de temps et comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ça a commencé par mon stage de fin d'études. Je l'ai fait donc à cette boîte-là, de e-learning, et ça s'est très bien passé. Donc, ils m'ont proposé de m'embaucher par la suite. C'était à Nice, ils étaient à Sophia Antipolis. J'avais fait 2 ans là-bas. C'était super. Ouais. J'ai découvert du coup le monde de l'entreprise, le monde des adultes. Vraiment, il y avait une très très bonne ambiance dans les 2 boîtes que j'ai faites. J'ai fait 2 boîtes en tout. Dans les 2 boîtes, il y avait une superbe ambiance. J'ai des collègues
dans la première boîte que j'ai retrouvée par la suite dans la deuxième boîte. Et humainement, c'était vraiment super. Qu'est-ce que j'avais commencé à faire moi dans mon premier job d'ingénieur? C'était la continuité de mon stage de fin d'études. Donc je travaillais sur ça s'appelle de l'internationalisation, de la globalisation. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, c'est le fait de préparer les logiciels ou les sites internet à ce qui puisse être traduit et adapté en plusieurs langues. On en parle très peu, enfin on entend très peu parler, mais c'est ultra complexe. Hein. Et il faut très très bien le gérer parce que, enfin, si tu veux, en fonction des régions ou des pays dans lesquels tu veux exporter ton application ou ton site, il faut que vraiment le site soit conçu en amont, hein, pour que la traduction et l'adaptation puissent être faits en aval de manière aisée. Par exemple, juste un truc tout bête, les pays où on écrit de gauche à droite et pas de droite à gauche, ça, il faut que dans le site, dans la conception du site, ça soit pris en compte. Parce que si on arrive, une fois que le site est déjà fait, et qu'on se dit, ah, maintenant il faut tout inverser, ah, là c'est le catastrophe. Et pareil pour les phrases, pour les boutons, les intitulés de boutons, les textes. Et puis après, j'ai intégré l'équipe de développement et de débugage aussi. C'est ça que j'aimais beaucoup dans mon métier d'informaticien. C'est le moment où tu dois chercher des bugs, où tu dois faire une sorte de travail d'enquêteur un peu, d'investigation. Et ça j'adore parce que tu cherches des trucs, tu trouves des indices, tu fais ton chemin et c'est jamais la même histoire. Et par rapport à ton premier métier, il fallait aussi des compétences linguistiques pour l'exercer? Non, pas vraiment, non. Non, t'apprends sur le tas des contraintes techniques ou linguistiques, quoi. Alors, toi, t'avais fait ton premier métier, tu dirais que c'était un peu pour tes parents, dans le sens où poursuivre les amis. Qu'est-ce qui t'avait donné envie, avec le recul, de faire ce premier Qu'est-ce qui métier? m'avait donné envie? Ça, c'est une bonne formulation. Parce que j'aurais pas forcément qualifié ça. Enfin, en fait, c'est plutôt, tu vois, le truc de la voie qui a été tracée et que tu la suis juste pour voir ce qu'il y a au bout. Pour toi, c'était normal, Voilà, c'est ça. presque. C'était, quand tu vois autour de toi, c'était le cursus normal, quoi. Quand t'as fait prépa, tu fais une école après l'école, tu vas bosser. Pour moi, c'était normal. Et je t'avouerais que au moment du bac ou au moment de formuler les vœux, tu sais, pour admission post-bac, je me suis pas plus posé la question que ça. Tu sais, je me suis pas dit, et si je me postulais dans un conservatoire? Pas du tout. C'était les prépas d'abord, puis les facs, puis la filière scientifique, quoi. Mais ça, c'est un truc qui a été c'est une décision qui a été formulée ou qui a été construite au fil des années. Pendant mes années de lycée, alors je sais pas si c'était mes parents ou moi, mais l'accent a été vachement plus mis sur les disciplines scientifiques que les disciplines autres, quoi. Donc Créative. Ouais, créative, littérature. Je me suis pas vraiment posé de questions en fait pour cette orientation là. Pour moi, c'était normal. Et puis ouais, et puis j'étais content de pouvoir enfin gagner de l'argent, quoi, aussi, être Prendre ton indépendance. voilà, être indépendant. Comment sont arrivées les questions alors? Comment sont arrivées les questions? Au fil des années. Parce que donc quand j'ai commencé mon premier job, t'as ce petit temps-là d'adaptation à la nouvelle vie. Parce que quand tu arrives dans une ville et quand tu y arrives pas pour un prétexte étudiant, c'est particulier aussi. Et que tu connais personne, donc faut le temps de se faire des potes, de s'habituer à cette nouvelle vie. Et puis une fois que je m'y suis habitué, tu sais, je me suis retrouvé dans cette routine là en plus, je devais prendre le bus pour aller de Nice à Sofia. Et donc le bus, laisse tomber,
ça me faisait parfois 3 heures de trajet par jour avec les bouchons, tu vois, parce que c'est toujours aux heures de pointe forcément, les heures de boulot. Et donc t'avais très souvent les bouchons et ça me gonflait quoi. Donc déjà il y avait un désir de changement et donc ce qui m'amène à mon deuxième boulot, c'est un de mes collègues à cette première boîte avait trouvé une nouvelle boîte qui était à Nice et donc mon temps de trajet qui était de 3 heures avant est passé à 10 minutes à pied. Donc rien à voir quoi. Donc là j'ai changé de boulot, donc mon collègue en a profité pour débaucher quelques autres collègues avec qui il s'entendait bien. Donc c'était vraiment super, c'était une start-up. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que hier je regardais un peu sur ta chaîne et t'avais Sophie Trem à un moment un podcast. Et ben nos chemins se sont croisés avec Sophie parce que ma deuxième boîte c'est Quant, le moteur de recherche français qui est basé, il y a le siège à Paris, mais il y a le siège R&D à Nice. Et Sophie, je crois qu'elle avait elle avait fait des trucs avec Quant au niveau de la com, je crois à un moment, et du coup on s'était croisés là. Je crois que c'est juste avant qu'elle change de vie. Ah aussi. Ouais, le déclic. Quant n'y est pas pour rien, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Je sais pas. Non, mais ça se passait. C'est une start-up, hein. Donc voilà. Donc, Cross Knowledge, c'était un peu plus une grosse boîte, et Quant, par contraste, c'était une petite start-up. Et donc j'ai pu voir ça aussi. Moi, ça m'a permis de changer d'ambiance. Et là, c'était vraiment très 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 cool, Quant, quoi. C'est ultra jeune et en plus c'était en plein centre-ville de Nice. Donc ça change beaucoup de choses aussi. Et pareil, là, on s'entendait super bien avec les collègues de boulot et ils sont adorables, vraiment. Ils étaient vraiment adorables à mon égard chez Quant. Parce que, alors, donc une fois que j'ai fait 2 ans chez Cross Knowledge et 2 ans chez Quant finalement. Et donc, le temps de s'adapter à ce nouveau boulot, je me suis retrouvé dans une routine. Et c'est là que de plus en plus, le questionnement s'est révélé, quoi, parce que je me suis dit, bon, c'est chouette, hein, c'est chouette de faire ça, mais et puis en plus, c'est très bien payé pour ce que c'est. Mais je me vois pas faire ça, je vois pas. Perso, j'avais pas envie de gravir les échelons non plus, j'avais pas envie de finir manager ou quoi. Moi c'était le code qui me plaisait et je me voyais pas faire ça toute ma vie non plus. Et donc à l'époque j'avais une copine qui était très encourageante aussi, qui m'a poussé à vraiment à m'écouter et à écouter mes envies. Et j'ai un pote de prépa, un autre pote de prépa qui a aussi qui a fait le saut avant moi et que j'ai appelé plusieurs fois, d'ailleurs que je salue s'il écoute ce podcast. Salut David et merci. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait prépa ensemble. Lui, il était en bio et il a fait. Je crois qu'il a eu concours. Il a eu Agro Paris, mais je crois qu'il a même pas fait l'école. Il a direct sorti de prépa. Et il s'est direct mis à temps plein dans la musique en allant au conservatoire de Paris. Et après, il en est sorti. Bah là, il est musicien professionnel à Paris là. Ah, ouais, super marrant. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il m'a dit franchement, vas-y. Et écoute-toi, fais le saut et puis si ça marche pas, de toute manière, enfin débrouille-toi pour avoir le chômage. C'est ce que j'ai fait par la suite. Et tente le coup. Tu ne perds rien à tenter parce que au pire tu peux revenir. T'as un diplôme, t'as de l'expérience, il y a de la demande. Il y a aucune raison que tu ne trouves pas de boulot quoi. En tout cas en informatique il y a toujours de la demande. Il m'a vraiment rassuré sur ça. Moi à l'époque quand je l'ai appelé, j'étais passé déjà à temps partiel. Parce que ce que j'avais fait avant d'obtenir la rupture conventionnelle, c'est je suis passé progressivement à temps partiel. Donc j'ai fait 4/5e, puis 3/5e, et puis après j'ai demandé la rupture. Et juste pour le chômage, ça peut pas être dérangeant de réduire son temps de travail au niveau du chômage que tu touches après? Ça réduit le taux, oui. Moi j'ai pas un rythme de vie, je dépense pas énormément et franchement
ça me suffisait largement. Alors, quand t'as décidé de démissionner, comment tu t'es senti à ce moment-là? C'est drôle, mais j'ai pas un gros souvenir de ce moment-là. C'était vachement libérateur, mais je pense que vu que j'étais passé à temps partiel, donc je faisais un peu des deux déjà à un moment. J'avais à la fin je bossais le lundi, le mardi, j'avais le mercredi et jeudi où j'étais au conservatoire et je faisais de la musique et le vendredi où je reprenais le boulot. Moi j'étais déjà parti à ce moment-là. Et du coup, je pense que le truc ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. Mon esprit, il est parti au fur et à mesure. Et pour moi, c'était juste le dernier coup, quoi. En fait, pour toi, le déclic, ça a été plus de passer à temps partiel pour développer ta musique. Là, c'était la première fois où j'ai dû demander le truc de passer à temps partiel. Ça, c'était vraiment, c'était important. C'était pas facile parce que déjà, pour moi, c'était vraiment pas facile de demander ça, mais ils étaient adorables chez Quant, donc ils me l'ont accordé. Et franchement, quand je l'ai obtenu, c'était vraiment la fête, quoi. Et tu leur as dit que c'était pour la musique? Oui, je leur ai dit. Ils étaient au courant. Bah du coup, j'étais le musicien de la boîte, quoi, parce que quand on faisait des trucs, des événements, soirées, il y avait toujours une guitare ou deux qui traînait et du coup, je jouais un peu, quoi. Et ils étaient au courant que j'adorais la musique et que ça comptait pour moi. Pour toi, à ce moment-là, tu t'es dit, je vais me consacrer à la musique pour en vivre plus tard, ou c'était plus pour assouvir ta passion? C'était vraiment plus pour en vivre plus tard. J'avais déjà cette direction en tête. Je suis rentré au conservatoire, j'ai vraiment déjà en fait avant de passer à temps partiel, j'avais déjà les cours du soir au conservatoire. Et du coup, j'étais assez motivé pour apprendre l'instrument, apprendre ce qu'il faut pour pouvoir faire le métier par la suite, quoi. J'avais vraiment envie de changer de voie déjà. Et comment t'as réussi ce que je veux dire, quand on fait des métiers aussi créatifs, ça peut être compliqué d'avoir un peu la légitimité de se dire, comme tu disais que ton ami était super doué et qu'il était bon pour ça. Comment toi tu t'es dit, je suis assez doué pour en vivre? Bah je me suis pas posé la question. C'est peut-être un manque de planification, mais je me suis toujours dit, vas-y, continue et on verra ce qui se passera. Pour l'instant, ça porte ses fruits, mais je t'avoue que le truc de se sentir légitime ou pas, ce truc de l'imposteur, tu le sens toujours, toujours. Moi, à tous les niveaux, enfin tous les jours, tu te dis. Mais moi, je pense que c'est un truc que je sais pas si c'est propre aux gens, aux personnes qui sont dans les métiers de l'artistique. En tout cas, moi, je suis très rarement satisfait de moi-même et c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Mais c'est un truc qui est toujours là. Mais faut pas le laisser te freiner, quoi. Faut toujours dire, là, j'ai ça à travailler, je le travaille et puis on verra demain ce qu'il en sera. Il faut l'entretenir, ce truc. Faut pas se faire freiner par, je me sens pas légitime. De toute manière, il y a de la place pour tout le monde. Tu fais ton truc. Si ça plaît aux autres, les gens t'appellent. Si ça plaît aux autres, les gens viennent t'écouter. Et sinon, sinon c'est pas grave. Je retourne faire ingénieur, tu vois. J'ai eu plusieurs moments d'hésitation, tu vois. Par exemple, en février 2021, moi j'avais perdu espoir. Les dates ne revenaient pas avec cette crise. Je voyais pas, j'avais aucune visibilité, quoi. Mais là, ça y est, depuis cet été, beaucoup de dates sont retombées et là, je suis en bonne voie, je pense, pour monter mon statut d'intermittent. Alors, justement, je voulais te demander un peu comment tu en vivais parce que la semaine dernière, on a reçu une actrice et humoriste et elle a fait du stand-up. Elle nous racontait que finalement, le stand-up, ça payait pas énormément, mais qu'elle faisait pas mal de pubs ou de voix off qui payaient pour un peu contrebalancer. Donc, je voulais savoir un peu dans la musique comment ça se passe. Est-ce que aussi il y a des jobs qui payent plus, qui vont t'aider que d'autres? Comment toi ça se passe? Alors, moi pour l'instant, je suis en train de justement, comme je te disais, j'essaie de monter mon statut d'intermittent. C'est quelque chose qu'on a en France qui est vraiment super par rapport aux autres pays. Alors c'est un dispositif qui permet, si tu remplis certaines conditions, d'avoir une allocation tous les mois pendant 1 an que tu dois renouveler tous les ans. Par l'État? Par l'État, oui, c'est ça. C'est une caisse, c'est la même manière que le chômage fonctionne. C'est une caisse où tous les artistes, tous les intermittents cotisent. T'as aussi les employeurs, les intermittents qui cotisent et qui est redistribué après pour assurer ce minimum de revenus pour tout le monde. Parce que ça porte bien son nom, tu ne travailles que par intermittence et ça permet d'avoir un revenu stable même pendant les mois où tu n'as pas beaucoup de
de date. Ok, donc c'est-à-dire que quand tu es rémunéré, tu vas cotiser un peu pour cette C'est pièce, ça. et quand tu l'es pas, tu bénéficies. C'est ça. C'est exactement comme le Ah, chômage. Ben d'ailleurs, c'est une clause annexe de Pôle emploi. d'accord. C'est le même principe. Et c'est un système qui est vraiment top parce que si je me trompe pas, en France, on doit être les seuls à l'avoir au monde. Mm. Parce que dans les autres pays, t'as pas du tout ça. Je sais pas, je crois qu'aux États-Unis ou en Angleterre, t'es auto-entrepreneur. Ouais. Et comment tu fais pour avoir les... Alors les conditions, c'est il faut avoir cotisé 507 heures de boulot en l'espace d'un an. Et donc les 507 heures, ça se traduit en cachet. Un cachet, c'est l'unité de rémunération qu'on utilise dans le domaine artistique. Un cachet pour un concert, ça vaut 12 heures de travail et bon, le montant peut varier. Et donc, en gros, en cachet, ça se traduit par 43 cachets par an. Et donc, un cachet, c'est une manière de rémunérer les musiciens qui est légale. De toute façon, si tu rémunères pas un artiste par un cachet, c'est du travail, c'est du travail au black. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as une cotisation employeur et une cotisation employé qui partent à la caisse utilisée pour l'intermittence. En gros, hein. Et donc, ça équivaut à, je sais plus, donc 43 cachets. Donc, en gros, un concert par semaine ou un peu moins. T'as des périodes creuses, hein. T'as des périodes creuses. T'as l'été où ça joue vachement. T'as les périodes vers Noël où il y a des fêtes de Noël où ça joue vachement. Et puis t'as d'autres périodes où il y a moins de concerts. Et d'où D'accord. l'intérêt d'avoir un système qui t'assure un revenu stable. Quand tu joues en général, quand tu débutes, c'est pas facile d'obtenir des cachets. C'est pas facile de faire comprendre à l'employeur que il faut payer les cotisations, il faut nous payer dans ce cadre-là, parce que sinon nous on n'a rien et ça et puis en plus ça casse le marché. Parce que du coup, les d'autres musiciens qui vont arriver, qui démarchent avec les vrais tarifs, les tarifs légaux, ils vont pas, les employeurs, ils vont prendre l'autre groupe qui propose bien moins. Mm. Et du coup, ça ne sert pas le métier, quoi. Et quand tu débutes, c'est très très difficile d'avoir les cachets. Au fur et à mesure, au fil des années, où quand tu développes un réseau de musiciens et un réseau de salles assez important, tu commences à avoir plus de dates déclarées, plus de dates avec des cachets, et c'est là que le mécanisme peut se mettre en marche. Et pour moi, c'est le cas. Là, je touche du bois. En début de l'année prochaine, je vais peut-être pouvoir clôturer mon dossier et donc avoir accès à ce statut pour la première fois, quoi. Et ça fait combien de temps là que tu fais ça à temps plein? Ça fait donc depuis 2017. J'ai quitté mon boulot en été 2017 et donc ça fait 4 ans. Donc c'est assez long quand même pour avoir le statut d'intermittent. Et c'est marrant parce que finalement ça paraît être quelque chose pour protéger les personnes qui sont un peu dans le besoin, mais finalement tu l'as une fois que ça va mieux. Ah oui, carrément. Pour y accéder, c'est vraiment pas facile. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Enfin, comment dire, c'est compliqué à dire, mais t'as des profils différents. J'ai fait le choix, moi, donc j'ai eu 2 ans de chômage. Et entre-temps, j'ai eu un héritage de mes grands-parents. Et donc j'ai eu un petit pécule pour pouvoir ne pas avoir à faire de boulot alimentaire en attendant de monter le statut. Ouais, j'ai beaucoup d'amis. Enfin, c'est pour ça que je me considère ultra chanceux parmi tous mes amis musiciens, et même dans ce cadre de la reconversion aussi, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont obligés de faire des boulots alimentaires à côté en attendant de monter leur statut, qui sont obligés de donner des cours, etc. Et moi, je me suis dit bon, je pioche dans ce montant-là et je me mets vraiment à temps plein et je ne fais que ça. Quand t'es dans la pression, tu peux aussi, il y a des orchestres, hein, il y a des orchestres qui font qui te permettent de monter ton statut en 2 mois d'été, où tu as des tournées avec avec énormément de dates l'été, mais c'est une musique, c'est des orchestres autour de balle, donc c'est une musique particulière. Moi, j'ai fait le choix de le monter que avec des projets qui me tiennent à cœur. Et du coup, tu peux mettre plus de temps à le monter. Ceci dit, ça reste quand même c'est pas facile à l'obtenir, quoi. Surtout dans cette période où il y a eu la crise. Tu vois, pendant le confinement et plusieurs fois, hein, je me suis dit,
plusieurs fois, je me suis réinscrit sur des sites je me suis dit pourquoi pas se remettre en freelance, en informatique, tu vois, pour assurer je peux quand même bosser à distance, tu vois. Il y a eu ce truc de télétravail qui s'est mis en place pendant le confinement, qui est pas mal. J'étais vraiment à deux doigts de me remettre dans l'informatique. Mais là, ça y est, les dates sont retombées, donc je touche du bois. Oui, le Covid, ça a été dur pour tout le monde parce que tout s'est arrêté. Donc, et puis on ne savait pas combien de temps en fait. Oui, on n'avait aucune visibilité. Et je pense que ça a fait poser beaucoup de questions à beaucoup de gens. Tu réévalues pas mal de choses. Ouais. Moi y compris, hein. Dans l'autre sens. Ouais. Du coup, tu vois, je me suis dit, mais est-ce que je ne retournerai pas à refaire un peu d'informatique, quoi. Ouais. Plus de stabilité. C'est ça, exactement. Parce que c'est pas, la reconversion, c'est pas tout rose. Et alors, comment t'as trouvé, toi, ton groupe de musique? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Que tu disais que c'est des relations humaines. Oui, alors, en tant que contrebassiste, je participe à beaucoup de projets. C'est facile de se greffer à des projets parce que t'as plus un rôle d'accompagnateur. T'es pas devant la scène, t'es pas la personne qu'on observe, quoi. Tu portes pas le projet, tu ne chantes pas, tu fais pas la mélodie principale. Moi, ça me va très bien, ça correspond parfaitement à ma personnalité. Et ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai plusieurs groupes avec lesquels je fais beaucoup de dates. La totalité des gens que je connais, la totalité des musiciens que je connais actuellement, je les ai connus par le conservatoire. Moi, c'était les deux buts d'être allé au conservatoire, c'est la formation technique et le réseau. Pour un musicien, c'est vital de développer un réseau assez vite, quoi, pour jouer, pour intégrer des groupes. Et alors justement, je voulais te demander, est-ce que tu peux en vivre dans toutes les villes ou par exemple c'est mieux d'être à Paris ou dans des grosses villes où il y a des villes plus culturelles? Je pense que tu peux en vivre à peu près partout. Cet été, on a joué dans les Cévennes, et on a croisé dans un petit village, un petit village, et on a croisé un gars qui est musicien professionnel et qui est intermittent. Donc vraiment, tant que t'es véhiculé, je pense que tu peux en vivre partout. Après, c'est sûr que à Paris, ça brasse beaucoup plus de monde. C'est à double tranchant, quand même. Il y a beaucoup plus de monde, donc il y a beaucoup plus de potentiel réseau, mais il y a aussi beaucoup plus de compétition. Pas de compétition, mais de concurrence. Donc c'est plus difficile peut-être de se faire une place. Ouais, t'es plus facilement remplaçable. Ouais, et en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais faut vraiment en vouloir. Si tu montes à Paris et que moi j'en connais quelques-uns qui sont montés de Nice, ils ont réussi parce que ils étaient vraiment déter. Vraiment, ils voulaient vraiment faire ça et ils ont réussi, quoi. Faut être vraiment déterminé. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu aurais des conseils pour percer dans la musique? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir plus tôt? Alors, je vais plutôt donner des conseils pour être appelé en tant qu'accompagnateur, en tant que contrebassiste. Parce que percer, c'est pas forcément mon but. Moi, c'est vraiment, déjà, si j'ai envie, c'est super. Comme je te disais, c'est une aventure humaine. C'est bête, à dire, mais être à l'heure, être quelqu'un de fiable pour que les gens puissent savoir qu'ils peuvent te faire confiance. Parce que c'est beaucoup de stress de gérer un concert, de gérer une date. Tu vois, si les musiciens sont pas là à l'heure, s'ils arrivent complètement décalqués, s'ils oublient des trucs, ça va pas bien se passer. Par contre, si t'arrives à l'heure, si t'arrives en avance et que t'as tout le répertoire, si tu connais bien, tu joues bien, t'accompagnes bien, là, la personne voit que c'est bon. Quitte à choisir et même, tu vois, j'ai eu des exemples où t'as des musiciens qui sont peut-être musicalement plus virtuoses, plus expressifs et plus talentueux, mais qui sont mais pour le coup, du côté organisationnel complètement à l'arrache. On va pas appeler cette personne, on va plutôt appeler la personne qui serait à l'heure, qui serait fiable et qui serait un peu peut-être moins compétent techniquement. Bon, ça encore, ça veut pas dire grand-chose, mais qui est à l'heure et qui est fiable, quoi. Parce que ça, encore une fois, c'est c'est là que tu vois vraiment que la musique, c'est qu'une infime partie du boulot. Et je te parle même pas du démarchage et tout ça. Ça, t'apprends sur le tas. Les conservatoires, ça ne forme que le côté technique. Ça ne forme pas tout ce qui est administratif, les gestions, comment tu te fais payer, si tu passes par une asso, si tu fais des gusos, enfin, toutes les manières de payer les musiciens. Ça, tu l'apprends pas, tu l'apprends sur le tas. On a tous dû l'apprendre sur le tas. Et c'est ça que je regrette un peu quand j'ai été au conservatoire, c'est qu'on n'ait pas eu de formation à l'administratif. Alors c'est peut-être une peur qu'on a
de l'administratif ou quoi, mais c'est important de l'avoir dans le cursus du conservatoire. On se retrouve après, quand on a fini le conservatoire, on se retrouve un peu lâché dans la jungle, quoi. Tu sais pas, si t'appelles quelqu'un pour démarcher, tu lui dis quoi? Il te demande un budget, tu sais pas quoi lui dire. On t'a jamais appris à estimer le budget, à faire un devis. On t'a jamais appris à faire un devis. On t'apprend pas à faire des devis au conservatoire. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai exactement le même ressenti moi en tant que créatrice de contenu slash influenceuse. Ouais. Et je pensais que c'était dû aux nouveaux métiers, que voilà, c'est encore un peu compliqué parce que c'est des nouveaux métiers. Mm-hmm. Et je dis qu'avec un métier aussi ancien que musicien, ça a toujours été. Et en fait, non, c'est la même chose, quoi. Et non, la même chose. On cherche tous, hein. Et même parfois parfois les textes de loi sont fouillis, quoi, aussi. C'est pas clair. Il y a jamais une version précise, et les gens ne disent pas forcément. Heureusement que je suis entouré de personnes bienveillantes et qui ont de l'expérience, qui veulent bien t'expliquer. Mais les gens qui sont pas bien entourés, voilà. En tout cas, c'est ça. Le côté administratif, faut pas le négliger. Faut pas le négliger parce qu'on a tendance à vouloir se concentrer sur la musique. Moi, le premier. Mais il faut à un moment s'occuper des papiers. Même si c'est pas toujours agréable. Et quel conseil tu donnerais justement pour se former un peu dans l'administratif? Alors, j'ai une pote, bah d'ailleurs je vais en faire sa promo, c'est qui fait des formations justement pour des artistes. Ça se limite peut-être pas qu'à des musiciennes et des musiciens. Elle fait des formations justement pour l'intermittence, pour tout ce qui est, enfin au-delà de l'intermittence aussi, pour le métier d'artiste en fait. Donc ça comprend le démarchage, ça comprend les droits d'artiste et aussi l'intermittence. Et elle fait des formations en ligne, enfin à distance. Et il y a plein de ressources hein, qui sont assez récents là-dessus sur internet, sur YouTube. Je pense à l'atelier de Cédric aussi. Ma pote s'appelle Florence Novak. Pôle emploi aussi peut aider hein, si tu tombes sur la bonne personne. Ils peuvent répondre à tes questions, mais t'as pas l'image globale. Pour avoir l'image globale, vraiment, il y a des formations qui se mettent en place là, et je trouve ça super. Ouais, super. Bah, je mettrai les liens directement. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus surprise dans ton nouveau métier? Je dirais en plus et en moins. La chose à laquelle tu t'attendais pas forcément. Quelque chose à laquelle je m'attendais pas forcément. Et ben, je pense que on en parlait là. Je pense que c'est la part de l'humain dans le métier de musique. J'ai eu des groupes où ça s'est très bien passé, d'autres groupes où il y a eu des clashs, tu vois, où il y a eu des séparations. Le groupe a dû se reformer. C'est vraiment quand je me suis formé au conservatoire, quand j'avais commencé ma formation au conservatoire, je pensais pas du tout à ça. Moi, je pensais que ça allait être juste on allait jouer quoi. Et je pensais pas à ce qu'il y avait autour. Et du coup, je pourrais peut-être en faire la transition vers le côté un peu moins, comment dire, un peu négatif peut-être, ou peut-être pas négatif, mais un point d'attention. En tout cas, je me le dis pour moi, c'est que dans ce métier-là, le professionnel peut facilement se mêler au privé, parce qu'on est des amis. Enfin, en fonction des groupes, il y a des groupes dans lesquels je joue où c'est strictement professionnel, hein, mais où il y a des groupes, c'est des amis. Et donc, c'est pas facile de faire la part des choses, de distinguer les relations, quoi, parce que peu importe le métier que tu fais, je pense que c'est important d'avoir un moment pour déconnecter. Même si c'est la passion, c'est ta passion, même si moi, la musique, c'est ma passion, il y a des moments où j'ai besoin de faire autre chose, de penser à autre chose, de me vider la tête. Et le fait d'avoir créé tout mon réseau ici, Aix-Marseille, ça fait que tous les gens que je connais sont des musiciens. La quasi-totalité sont dans la musique ou dans le spectacle vivant. Ce qui fait que si tu veux aller boire un verre, tu vas forcément parler de musique, tu vas forcément reparler de ce truc, et du coup, tu déconnectes très rarement, quoi. Et ça, faut y faire attention. Même si c'est ta passion, il y a des moments où t'en as juste,
au-delà, quoi. Enfin, t'en peux plus. Il faut que tu souffles. C'est ça que j'ai appris à force de le faire aussi, qui est surprenant, parce que au premier abord, tu te dis, et c'est ta passion, tu peux en faire tout le temps, tu vois. Mais en fait, non, c'est comme tout. On est humain, on a besoin de se reposer. Est-ce qu'il y a un côté aussi un peu, t'es obligé de passer du temps, aller boire des verres avec ton groupe pour souder le groupe et du coup c'est un peu extra pro mais Ah, obligé de le faire? ok. Moi, je m'oblige pas à le faire. Mais oui, bien sûr, il y a des moments où il y a des rencontres que tu fais. Mm, C'est quand tu vas à des concerts, c'est malheureux de dire ça, mais c'est quand même intéressé. Parce que tu mm, sais que tu vas rencontrer des gens. mm. Tu sais que tu vas y développer ton réseau. Tu vas pas forcément y aller pour dire, ah, regardez, j'ai un projet, embauchez-moi s'il vous plaît. Mais c'est du réseautage. C'est comme dans d'autres domaines, hein. Mm, Tu vas à des soirées pour rencontrer des gens et pour tisser des liens. mm. Et il y a ça aussi. Mais bon, ça je le fais pas beaucoup et je me force pas beaucoup à le faire. Mais parfois il m'arrive d'y aller pour déjà ça me fait plaisir de revoir des potes, de voir les potes jouer. Moi j'adore ça, croiser des potes et aller voir des potes jouer. Mais aussi aller, si je vois qu'il y a, voilà, je sais pas, un musicien que je connais, que j'ai jamais encore vu, c'est l'occasion pour moi d'aller et d'aller lui parler tout simplement, sans forcément derrière la tête me dire ah, je vais aller jouer avec lui ou j'ai envie qu'il m'embauche. Juste créer un lien. C'est un métier où tu comptes pas l'heure aussi, et ça c'est le danger. Faut faire attention parce que moi je pense que depuis que je faisais les 35 heures avant. Et là, j'ai pas de limite, c'est comme toi, je pense. Oui, ouais, ouais. Quand tu fais un métier comme ça, tu comptes pas tes heures. Comment ça s'est passé, toi, justement, avec ton entourage? Comment ils ont réagi à ta reconversion? Puis comment tu arrives à maintenant mêler un peu vie privée, vie pro? Mes parents, je me souviens de les avoir appelés pour dire que je vais demander une rupture conventionnelle, attention. Et à ma grande surprise, ils l'ont très bien pris. Et donc, encore une fois, je me considère très, très chanceux parce que j'ai des parents qui sont encourageants. Et surtout, quand tu fais un changement de voix aussi drastique, moi, je m'attendais à avoir, tu vois, de la crainte. Et en fait, non, bon, ils sont forcément un peu inquiets parce que c'est des parents, mais ils sont encourageants. Ils ont Mm. été encourageants, ils le sont toujours. Et, euh, et je pense qu'ils sont, là, ils sont fiers de voir ce que j'ai pu accomplir, quoi, sur mon chemin. Mm. Ta Et donc, persévérance. ouais. Donc ça, c'est chouette. Et je crois que mon père, il commence plus à me présenter en tant que musicien que en tant qu'ingénieur, tu vois. Ça Ça y aussi, est. c'est ouais, c'est ça. Je sais pas comment pour toi, tes parents, comment ils l'ont pris aussi, mais tu vois, il y a ce truc le temps qu'ils mettent Ouais. peut-être à Assimilé. intégrer, à assimiler cette information-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a eu la petite phase, moi, je sais pas trop ce qu'elle fait. Oui, je sais pas trop ce qu'elle fait en ce moment. Oui, toi, c'est un nouveau métier aussi. C'est un métier qui est Ouais, nouveau ouais, aussi. Donc, ouais, c'est plus c'est peut-être compliqué. forcément, ouais. Voilà, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est Oui. quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, pour moi, une reconversion réussie, c'est pas facile parce que comment est-ce que tu considères? Moi, je pense que, on va dire, la reconversion, dans le mot reconversion, il y a déjà intégré l'objectif et le but de vivre de cette nouvelle voie, ce Mm, nouveau choix de vie. Alors que pour moi, ce qui est enrichissant là-dedans, c'est plutôt le fait d'avoir fait le pas, fait le saut et d'avoir vécu ça pendant un moment. Indépendamment du fait que t'arrives à en vivre par la suite ou pas, le plus enrichissant pour moi, c'est d'avoir surmonté la peur, l'angoisse mm, et d'avoir fait le pas pour tenter, pour essayer d'en faire sa vie
c'est plus ça qui est enrichissant que le fait de pouvoir à terme en faire son gagne-pain. Pour moi, une reconversion, c'est une fois que tu as fait le pas, c'est déjà réussi. Et il faut partir dans cet état d'esprit-là, je pense, parce que il faut pas être si ça marche pas par la suite, si tu te rends compte que ça marche pas, faut pas se dire ah merde, c'est un échec total, je suis un échec, là, je vais me cacher. C'est déjà très beau d'avoir fait le pas et de l'avoir fait. T'as pas de regrets. D'avoir osé la reconversion. Oui, t'as plus de regrets. C'est ça le plus important. Parce que si tu l'avais pas fait, c'est facile de se dire ah j'aurais pu le faire, mais tu l'as pas fait. Et le plus héroïque, c'est de l'avoir fait et d'avoir essayé. Et pour moi, c'est ça le plus enrichissant. Une reconversion réussie, c'est le pas, je sais pas comment tu dis, c'est le. Mais j'adore cette idée. Finalement, qu'une reconversion, c'est forcément réussi parce que déjà, le fait d'oser la reconversion, c'est une réussite. Oui, exactement, c'est ça. Je pense qu'il faut en rester là. Après, t'as des objectifs, etc. Mais le plus important, c'est ça, c'est le déclic dans l'esprit qui fait que. Et de le faire. Voilà, qui fait que là, t'es dans un état d'esprit où t'es dans un nouveau mode de vie et tu vas te mettre 100% là-dedans parce que c'est toi qui l'as choisi et c'est toi qui l'assume. C'est un super message, franchement, merci beaucoup. Je pense que ça va encourager les auditeurs à sauter le pas. Donc je mettrai le lien de ton compte Instagram pour les auditeurs s'ils veulent venir voir tes concerts, te suivre. Carrément. Vraiment un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir, Claire-Vie. Merci de m'avoir invité. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.